aujourd'hui, plus ou moins. Donc, c'est ça un peu la variation. Et entre les deux, vous avez les autres classes, les cadres moyens ou les autres. Ce qu'on appelle donc la massification, c'est notamment la présence de ce qu'on appelle la première génération. Les anglo-saxons appellent des first generation, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas des parents ayant connu l'enseignement supérieur. Donc, du coup, on a une hétérogénéité très importante sur le plan scolaire, social, mais également les projets pour venir à l'université. Et la conséquence de cette massification, la première conséquence, c'est ce qu'on appelle une rupture sociale et culturelle avec l'université. C'est-à-dire les étudiants actuels, au moins une bonne partie, historiquement n'étaient pas à l'université, ne venaient pas à l'université, et la culture familiale ou leur culture de milieu ne correspondait pas tellement au monde académique. Du coup, vous vivez plusieurs tensions à l'université, le bagage scolaire attendu à l'université pour pouvoir continuer ses études, le rapport au savoir, les liens entre les savoirs utiles, disciplinaires et transversaux ne sont pas maîtrisés de la même manière et travaillés de la même manière par les uns et les autres. Et du coup, la transition entre secondaire et supérieur est devenue une question assez critique parce qu'il faut pouvoir, pour beaucoup de ces étudiants, changer sa manière d'apprendre et réaliser une intégration académique et sociale. Alors, dans le contexte français, en réalité, l'esprit académique, social est hanté par les inégalités et la proportion élevée d'échecs et de réorientation à l'intérieur de l'université. Autrement dit, l'accès à l'enseignement supérieur ne signifie pas l'accès au savoir, en réalité. On peut s'inscrire à l'enseignement supérieur sans pouvoir y réussir. L'ADEP ou le ministère publie de plus en plus les indicateurs de réussite qui servent parfois d'élaborer des palmarès entre les universités selon le taux de réussite. Deux tendances dominantes dans la recherche française sur les étudiants. D'abord, il y a la centration sur la réussite, la performance, depuis toujours, depuis les années 60. Et deuxièmement, c'est l'accent mis sur les facteurs explicatifs. Ils cherchent à mieux comprendre à travers les facteurs explicatifs pour prédire ou analyser ou décrire la variation observée entre les étudiants selon l'origine sociale et selon leur parcours extérieur. Mais également, cette question liée à la performance étudiante est devenue un débat récurrent depuis les années 70. On considère l'échec comme un vrai problème de société aujourd'hui. Donc, beaucoup de débats, beaucoup de prises de position, beaucoup de rapports officiels publiés par les institutions, le Parlement ou les ministères. Et en réalité, c'est la démocratisation qui se constitue en problème, en quelque sorte, tous les problèmes liés à la performance étudiante. Et en même temps, le pourcentage élevé d'échecs, de réorientation ou d'abandon a un coût pour les finances publiques parce que c'est un enseignement supérieur qui est à 80% public, donc pratiquement gratuit. Du coup, pour les pouvoirs publics également, la question elle est financière et n'est pas uniquement une question liée au devenir des jeunes. Tout le débat, depuis plusieurs décennies, se tourne également autour d'une question importante, à qui la faute en réalité? Pourquoi ces étudiants ne réussissent pas? Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que c'est pareil dans les autres pays, européens? J'ai essayé de montrer notamment cette comparaison internationale dans mon rapport pour le ministère sur la transition entre secondaire et supérieur. Et j'ai essayé de montrer que
la France ne monopolise pas ce phénomène. Donc, c'est un phénomène international aux États-Unis, au Canada, comme en Europe. Plus ou moins, on est face au même problème. Maintenant, si on revient aux indicateurs qui révèlent cette contre-performance au moins d'une partie de nos étudiants, on voit très bien que le modèle dominant actuellement en France, c'est un modèle, ce qu'on peut appeler le modèle de statistique input-output, c'est-à-dire on regarde le public étudiant comme un système démographique d'entrée-sortie. À l'entrée, dans ce modèle, on introduit les données personnelles comme âge, comme série de bac, comme CSP des parents, le niveau d'études des parents, la mention au bac ou d'autres variables. Et à la sortie, on essaye de voir quel type de sortie en termes de résultats obtenus. Les plus performants dans ce système sont ceux qui arrivent au plus vite au terme de leur parcours. Et le schéma explicatif qu'on développe souvent dans la littérature, c'est à partir des relations supposées entre ces variables d'entrée et de sortie, c'est-à-dire les caractéristiques des étudiants d'une part et les résultats obtenus à l'université d'autre part. Le dernier tableau publié par le ministère, vous le voyez, donc on voit très bien que pour l'université, pour L1, L2, L3, on a donc une situation qui a été stabilisée depuis les années 2002, 2003, 2004. On a les mêmes chiffres. Ici, on a 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. On voit qu'à peu près entre 27 et 28% réussissent à avoir leur licence en 3 ans, 11 à 12% un an plus tard et 5 à 6% 2 ans plus tard. En tout, nous avons 45-46% de taux de réussite entre 3 et 5 ans pour ceux qui entrent à l'université, selon la cohorte. Et tout de suite, vous voyez donc l'effet d'une des variables les plus utilisées, la série du bac. On voit que le taux de réussite est nettement plus élevé parmi les séries générales, c'est-à-dire on est à 55% de la réussite, contre 20-21% pour les séries technologiques et uniquement c'était 2000% pour les bacheliers des séries professionnelles, c'est-à-dire 1 sur 12 réussit à l'université a réussi à obtenir une licence au bout de 3 à 5 ans. Alors, donc ça, c'était les tableaux qui sont régulièrement produits et reproduits par le ministère et publiés, mais également à travers les recherches, les cohortes. Moi-même, je suis dans une équipe de recherche qui travaille actuellement sur le bachelier 2014 et on les suivi pendant 4-5 ans et on essaye de sortir donc, des analyses beaucoup plus fines sur leur devenir, en quelque sorte. Mais finalement, il y a un débat sur la pertinence de ces indicateurs et la signification de la performance ou de la réussite universitaire. Qu'est-ce que c'est la réussite universitaire en réalité? C'est ça, en réalité, le sens de mon débat ce soir. Quel rapport entre apprendre et réussir? Je pense que vous serez étonné éventuellement de voir le rapport que j'essaie d'établir entre apprendre et réussir, parce que pour beaucoup, c'est une évidence, mais vous allez voir que c'est loin d'être tout à fait le cas. Et quand vous regardez un peu la littérature internationale, vous voyez que cette dichotomie réussite-échec, elle est très peu présente, par exemple, dans la littérature nord-américaine, où on parle davantage de la persévérance décrochage, parce que finalement, rester à l'université, c'est ça l'essentiel, et le fait de ne pas décrocher. Et donc, l'objectif recherché par les universités, et on a très peu d'informations sur le taux de réussite. En revanche, vous avez beaucoup d'informations, beaucoup d'indicateurs autour de ces deux notions clés, c'est-à-dire persévérance et décrochage. Et la raison est très simple, parce qu'on ne peut pas considérer l'université comme une école primaire ou un collège, par exemple,
où les élèves entrent à un âge précis et il faut qu'ils sortent à un âge. S'ils ont 1 an de retard ou 2 ans de retard, sont considérés comme des élèves non performants ou moins performants. À l'université, un jeune peut très bien traîner, ne pas aller à l'université pendant 1 an, abandonner ses études pendant 1 an ou 2. C'est pour ça que les notions comme absence, interruption, retour, transfert, réorientation sont les notions beaucoup plus fréquemment utilisées dans la littérature anglo-saxonne. Et quand on regarde en réalité dans cette littérature, on voit très bien qu'il y a 2 familles de recherche qui se développent en parallèle. La première est centrée davantage sur la performance et les facteurs et ces facteurs explicatifs. Qu'est-ce qui explique la performance? Et quand je dis la performance, je ne reviens pas à la dichotomie échec-réussite, mais également persévérance, décrochage et tout. Et la deuxième famille de recherche, c'est sur la qualité de l'apprentissage, c'est-à-dire au-delà des résultats formellement obtenus, quelle qualité de l'apprentissage réalisé par l'étudiant. Pourquoi, en réalité, la deuxième famille a pris une importance plus grande importance depuis plusieurs décennies, en parallèle avec, bien sûr, la réussite et la performance? C'est parce que, finalement, entrer à l'université est un moment critique de la vie de chaque jeune. C'est un âge critique. Il y a une vraie quête de sens dans un moment transitoire de la vie. C'est pour tout le monde, ce n'est pas uniquement pour les jeunes qui arrivent à l'université, mais tous les jeunes à peu près à cet âge sont dans ce tournant de leur vie. Mais également, le passage à l'université au regard des finalités de cette institution est un moment critique parce qu'il faut apprendre autrement. Il faut apprendre d'une manière solide pour pouvoir devenir quelqu'un, mobiliser d'une manière critique et pertinente ses connaissances, ses apprentissages et même devenir donc un citoyen et un futur professionnel pertinent, compétent, opérationnel qui arrive à vivre un marché de travail et un monde de plus en plus exigeant et en mutation permanente. C'est pour ça que si vous regardez le temps long, la qualité de l'apprentissage et le rapport que les étudiants ont ou développent avec leur domaine d'apprentissage, la filière, la discipline, est une question centrale pour leur avenir. Alors, moi, j'essaie de me concentrer d'abord sur la qualité de l'apprentissage parce que je pense que mes propos essentiellement concernent cette dimension, même si je reviendrai sur la réussite, la performance, pour dire que finalement, si on veut, quand on regarde la performance ou la réussite, pour nous, c'est la question d'outcome, de résultat est importante. Finalement, comme on a vu tout à l'heure avec les indicateurs de l'ADEPE, combien pour cent réussissent au bout de 3 ans, 4 ans ou 5 ans leur licence. Mais quand vous faites attention à la qualité, le comment également, comment apprendre également ou comment avoir appris également devient une question importante. En réalité, il y a 3 questions dans l'apprentissage étudiant. Il y a un aspect quanti, les matières que j'apprends. Il y a donc comment j'apprends, how well, l'aspect qualitatif, et pour quels résultats en réalité. Cette distinction, elle est purement analytique parce qu'en réalité, dans l'acte d'apprendre, dans l'expérience de l'apprentissage, ces 3 dimensions sont intimement interconnectées. Et autour de ce débat, depuis les années 60 aux États-Unis, il y a toute une série de recherches et toute une série de notions et de concepts développés en Europe, aux États-Unis, en France. Par exemple, le développement intellectuel et éthique pour la première fois et les croyances épistémiques par William Perry, la conception de l'apprentissage dans la recherche et l'approche de l'apprentissage dans la recherche scandinave, britannique et australienne, les styles de l'apprentissage
chez l'AIR en France et PASC aux États-Unis, les formes de compréhension dans la recherche britannique, le métier d'étudiant et l'affiliation dans la recherche française, la carrière d'apprenant dans la recherche britannique et la relation à l'apprendre, la perspective d'apprentissage dans la recherche française. Plusieurs typologies également sont présentées, mais si on regarde l'axe central dans le débat, c'est deux pôles dans la typologie de l'apprentissage. Le premier, deux pôles opposés ou deux pôles assez éloignés, pour ne pas dire opposés. Le premier pôle centré sur un apprentissage essentiellement fondé sur la reproduction de matériel d'apprentissage. Le niveau est moins sophistiqué pour le traitement des données et une attitude assez passive et utilitariste chez l'étudiant. Face à cette attitude, vous avez un apprentissage focalisé sur la recherche de sens et la compréhension personnelle et la mobilisation critique des savoirs. Je peux vous présenter ce modèle d'une manière un peu plus détaillée entre un premier niveau d'apprentissage très souvent et massivement mobilisé pendant les années scolaires et progressivement des niveaux plus sophistiqués avec la compréhension, le fait de pouvoir donner un sens à son apprentissage, créer des liens entre les savoirs, mais également mobiliser d'une manière pertinente des apprentissages ou chercher, critiquer, innover et créer comme le niveau le plus élevé de ce développement intellectuel et éthique de l'étudiant. Et finalement, tous les étudiants ne traversent pas ces transitions successives de la même manière. Mais l'enjeu majeur pour l'université consiste à amener quelqu'un à l'entrée, comme disait Perry, même dans les années 60, de la démarche très simple ou une approche scolaire à une démarche universitaire où l'apprentissage il est ouvert, critique, innovant et créatif, pour pouvoir progressivement devenir un apprenant autodirigé dans son approche éducative, existentielle et professionnelle et développer également un esprit critique. Ça, c'est l'idéal universitaire, mais en même temps, aujourd'hui, très souvent, même le monde d'entreprise évoque la nécessité d'avoir des profils qui sont plus proches d'un modèle plus sophistiqué de la formation et de l'apprentissage. Alors, on revient à la typologie. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de typologies qui sont présentes dans ces recherches. Par exemple, dans la recherche suédoise, australienne et britannique, où les gens ont travaillé sur la conception de l'apprentissage et l'approche de l'apprentissage, il y a une typologie de 3 positions. L'approche de surface, quand il y a l'absence de sens, mémoriser, reproduire. L'approche en profondeur, c'est-à-dire apprendre pour comprendre et relier des idées. Et approche stratégique, essentiellement, est très attentif aux exigences et aux critères de l'évaluation pour réussir et être très efficace. Et avec la recherche permanente des résultats, les meilleurs résultats et l'optimisation de l'investissement. Vous avez une autre typologie, vous pouvez aller voir ensuite, on n'aura pas le temps de développer, mais c'est également très intéressant de Entwistle, de notre collègue britannique, qui a fait attention à la manière dont les étudiants développent les structures de pensée, entre l'absence de structure, niveau A, jusqu'à développer d'une manière autonome et réflexive ses propres structures de pensée à travers un type d'apprentissage et un rapport au savoir beaucoup plus élaboré. Moi, dans mon travail, j'ai essayé de développer plutôt une approche sociologique, comme dans la présentation a été souligné par mon collègue, parce que les approches beaucoup des recherches déjà mentionnées ont été réalisées avec une approche en psychologie cognitive ou en psychologie, et beaucoup moins en sociologie. Et l'intérêt pour moi, pour ce travail, était surtout saisir le point de vue de l'apprenant.
c'est-à-dire faire un bilan, juger, apprécier ses apprentissages, commenter, interpréter les résultats en lien avec un projet, en réalité. Et en fonction, bien sûr, de toutes les variables, comme le parcours antérieur, comme les motivations, comme le choix et le projet. Et dans mon enquête, auprès de 115 étudiants en région parisienne, j'ai fait deux choses. Une première enquête qui était plutôt un entretien unique avec un nombre d'étudiants. Et ensuite, une deuxième enquête qui était un suivi régulier d'un groupe pendant 3 ans, 2 à 3 ans, pour voir est-ce qu'il y a une évolution dans le temps de leur approche, de leur manière d'apprendre, et notamment voir l'impact de contexte pédagogique. C'est-à-dire, est-ce que le contexte pédagogique exerce un effet sur leur façon d'apprendre. J'ai développé donc un concept, la perspective d'apprentissage, pour distinguer mon travail des travaux antérieurs, notamment parce que dans la perspective d'apprentissage, il y a donc c'est une notion sociologique issue de l'école de Chicago, mais il n'utilise pas perspective d'apprentissage, il utilise perspective pour autre chose. Mais moi, j'ai associé ces deux éléments pour décrire la relation à l'apprendre. Et j'ai défini la perspective d'apprentissage comme l'ensemble articulé d'idées et de schèmes d'un étudiant qui mobilise pour appréhender l'acte d'apprendre dans un contexte donné. Ce contexte donné est très important parce que pour moi, apprendre est un acte situé, c'est-à-dire avec l'apprentissage, il y a une définition de la situation, c'est-à-dire la question de sens, en réalité, renvoie à cette définition de la situation et les cadres dans lesquels les individus donnent sens au monde environnant. Donc, la perspective s'intéresse à la façon dont l'expérience universitaire est interprétée et est appropriée par un sujet apprenant, doté d'une subjectivité, d'une réflexivité. Voilà donc un peu l'orientation de mon travail qui était un peu différent par rapport aux recherches internationales, notamment. 4 perspectives sont identifiées. Elles ne sont pas éloignées de ce que les autres avaient trouvé, mais avec des nuances qui renvoient à cette perspective sociologique. La première perspective, c'est une perspective compréhensive qui répond aux traits attendus au niveau académique, c'est-à-dire l'étudiant privilégie la compréhension et le sens et s'approprie de savoir d'une manière personnalisée et il arrive à interconnecter les acquis antérieurs, les acquis en cours, mais également l'expérience. Un étudiant sur 5 dans mon enquête est dans cette logique. Et ici, le savoir pour l'étudiant prend une valeur pour soi. Chez tous les étudiants de ce groupe, il y a un attachement au savoir et une forme de conscience désintéressée par rapport au savoir, ce qui est dans la tradition académique, donc quelque chose assez noble et assez recherché. Deuxième perspective, c'est la perspective de performance qui concerne à peu près 36% dans mon échantillon. Je donne à peu près, ce n'était pas pour calculer les corrélations, c'était pour donner un ordre de grandeur essentiellement, parce que beaucoup me demandaient, mais finalement, quelle proportion pour chaque perspective. C'était à peu près 36% dans mon groupe d'étudiants interviewés. Elle reflète une position centrée sur la réussite, en réalité, et l'acquisition des choses en rapport avec le métier et l'obtention d'un diplôme. Il y a deux préoccupations majeures, être performant, optimiser ses efforts, mais également réussir, c'est-à-dire préparer un métier. Préparer un métier, une profession, donc on le voit chez beaucoup de nos étudiants également, c'est le groupe le plus important. Donc, ils ont une très bonne organisation d'études, une gestion de temps très serrée et l'assimilation des sommes cognitives assez importante. Donc, ils bossent très, très bien.
Troisième perspective, c'est la perspective minimaliste, 34% à peu près, un peu moins que la perspective précédente. Ici, vous avez les étudiants qui apprennent d'une manière superficielle, qui se contentent consciemment un minimum indispensable pour valider leur cours et s'acquitter des tâches proposées par la pédagogie. Il arrive rarement d'interconnecter les cours, les apprentissages universitaires, et donc leur travail est vraiment haché, fragmenté, et le temps consacré aux études également compte. Il y a un rapport très économique au temps, tandis que chez les deux premiers groupes, finalement, le rapport au temps est très différent parce qu'ils ne comptent pas tellement le temps investi. Pour eux, l'important, c'est plutôt apprendre et réussir. Et le temps, peu importe le temps, le week-end, pendant la semaine, à la bibliothèque ou ailleurs, ils essayent de se débrouiller pour aller plus loin. Et enfin, il y a une quatrième perspective, ceux qui sont en situation de désimplication, ce sont les étudiants en voie de marginalisation ou marginaux, entre guillemets, marginaux par rapport aux tâches d'études en réalité. Ils ne parviennent plus à organiser leur apprentissage, ils échouent. Et j'ai pu, donc c'est assez rare dans les enquêtes dont j'ai cité, de voir ce groupe qui, dans mon enquête, était une minorité parce que les trouver, c'était assez difficile. Mais j'essayais de les repérer dans les amphithéâtres et ensuite aller les demander un entretien. Les gens qui ne concentraient pas, qui jouaient avec la feuille, qui n'écrivaient pas. Donc, j'essayais de discuter avec ces étudiants. Donc, c'était intéressant leur débat. En réalité, ils n'arrivaient pas à donner un sens à leur présence à l'université, à leurs études. Ils pensaient à se réorienter vers autre chose ou faire autre chose carrément. Maintenant, si je reviens au débat par rapport à la réussite, j'ai dit donc, je n'ai pas les étudiants qui ont réussi ou qui ont échoué, j'ai des étudiants qui ont réalisé, qui ont fait une réussite totale, c'est-à-dire ils n'ont pas raté une année. Ils ont les étudiants qui ont réussi partiellement, les étudiants qui ont échoué partiellement, parce qu'ils ont validé des cours, mais sans pouvoir valider l'année. Et il y en a qui ont échoué carrément sans pouvoir valider beaucoup de choses pour une année. Et on voit très bien que progressivement, les étudiants améliorent dans leur reconstitution de leur parcours, leurs résultats, à tel point que si en première année, on a besoin de 1,7 années pour pouvoir valider un an, le même indicateur est de 1,3% quand ils arrivent en M1. Donc, c'est plus ils avancent dans leur parcours, s'ils restent à l'université, ils réussissent beaucoup mieux. Maintenant, si je croise la variable de réussite, c'est-à-dire parcours sans retard, parcours avec un an de retard, parcours avec 2 ans de retard ou parcours avec plus de 2 ans de retard, avec la qualité de l'apprentissage, je peux vous dire que nous n'avons pas le même type de réussite. C'est-à-dire, on peut trouver les étudiants qui ont parfaitement réussi, entre guillemets, sur le plan institutionnel, en ayant une perspective compréhensive de performance ou de minimalisme, mais ils n'ont pas finalement réussi de la même manière. C'est pour ça que je parle d'une réussite plutôt épistémique, des réussites qui sont stratégiques, des réussites qui sont plutôt instrumentales. Ce n'est pas le même approfondissement et ce n'est pas le même, en réalité, apprentissage. C'est pour ça que sur le papier, tout le monde a validé, mais dans les faits, cette validation ne signifie pas, ne vaut pas la même chose d'un étudiant à l'autre. Et une autre remarque très importante dans mon travail, c'est que finalement, l'échec ne signifie pas systématiquement quelque chose de négatif. Pour certains, l'échec était une prise de conscience. Une réorientation n'était pas une perte sèche, mais c'était quelque chose qui était éventuellement indispensable pour trouver leur voie. C'est pour ça que ce que je disais par rapport à ce passage de vie, ce moment de notre vie où on doit, quelque sorte, préparer l'avenir, être perdu, avoir besoin d'un peu plus de temps, rater des choses, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait
anormal ou pas très, même je dirais grave, il faut pouvoir comprendre, à mon avis, le parcours universitaire de cette manière et de ne pas considérer que chaque redoublement, chaque échec signifie une perte sèche ou chaque réorientation est quelque chose, un phénomène négatif. Ça m'a permis d'avoir une lecture beaucoup plus nuancée des termes qu'on utilise à l'université. Et c'est pour ça que je parlais d'une diversité de styles de réussite, comme Lahir disait également, et une hétérogénéité des modèles de réussite à l'université. Et la réussite aux examens, comme j'ai dit, ne reflète pas les impondérables nuances dans les manières d'apprendre. Et ça, c'est quelque chose qui était pour moi un résultat très clair. Maintenant, si j'abandonne ma recherche et je vais vers les autres recherches, j'essaie de voir comment les autres recherches ont essayé d'analyser la performance étudiante. Je vois très bien que si je récapitule les recherches françaises et internationales, on voit très bien que beaucoup de recherches s'intéressent aux facteurs biographiques familiaux, les facteurs de parcours, héritage scolaire, série mentions dans les scolaires et tout, et les facteurs liés aux conditions de vie d'étudiants, aux ressources financières, logement, le fait d'exercer une activité professionnelle, ce qu'on évoque souvent dans les médias en France, comme si c'était les seuls facteurs qui influençaient le parcours. Il y avait une deuxième série également de facteurs, deuxième famille, les facteurs psychologiques individuels, comme la dépression, gestion de stress, le projet personnel ou professionnel, la motivation, l'existence d'un projet personnel ou professionnel à l'entrée à l'université, ou l'engagement, la mobilisation, la manière d'être étudiant, les pratiques d'études. Et enfin, une troisième famille où les recherches essayent de voir en quoi finalement entrer à l'université, l'intégration académique et sociale est une socialisation, une affiliation à réaliser, est une co-construction entre l'université et l'étudiant, mais également les recherches qui s'intéressent au contexte et à l'organisation pédagogique de l'université pour voir est-ce qu'il y a un impact de cette organisation sur la performance. Si maintenant je récapitule tout, je suis dans les autres recherches, je ne suis pas dans ma recherche, je vois qu'il y a des facteurs qui sont extérieurs ou externes par rapport au contexte universitaire. C'est-à-dire, je ne peux pas changer les parents d'étudiants quand ils sont à l'université. Je ne peux pas changer leur mention. Je ne peux pas changer leur projet initial. Je ne peux pas changer un ensemble d'éléments qui ne sont pas liés au contexte universitaire. En revanche, il y a trois domaines dans lesquels le débat est ouvert, c'est-à-dire quel rôle je peux jouer dans la socialisation et l'affiliation des étudiants, quel rôle je peux jouer dans l'engagement et la mobilisation de l'étudiant et la manière d'être étudiant et manière d'apprendre, et quel contexte et organisation pédagogique facilite un apprentissage de qualité. Moi, je pense que le débat est essentiellement centré sur ces éléments parce que les autres facteurs ne sont pas tellement, finalement, on n'a aucune maîtrise, on n'a aucune prise sur les autres variables. Maintenant, si vous regardez, bien sûr, les recherches dont j'ai parlé, vous avez donc pratiquement, il y a une convergence dans le débat en France et au niveau international que la réussite, la performance, le parcours universitaire est lié à un caractère ou un caractère multifactoriel. C'est-à-dire, ce n'est pas un facteur ou trois facteurs ou cinq facteurs qui jouent un rôle déterminant, mais sont des différents facteurs qui jouent et qui exercent une influence, mais encore une influence qui n'est pas la même selon le type d'étudiant à l'université. Et on ne peut pas vraiment avoir dissocié la dimension subjective et la dimension objective dans le parcours étudiant pour dire où est le facteur le plus important pour déterminer, par exemple, un type d'étudiant mieux réussi, performant.
Il y a une tendance très sociologiste en France qui est très influencée par le modèle développé, la théorie développée par Bourdieu, vous le connaissez, la reproduction des inégalités, où finalement on considère que on s'intéresse aux structures à la domination, en général dans la société, et on considère, comme les auteurs que je cite, Sophie Orange ou Baudin ou Millet, qui ont fait des travaux très intéressants, mais en même temps, ils ont des conclusions qui sont nettement différentes par rapport aux recherches anglo-saxonnes. C'est là où il y a la différence dans les paradigmes et dans la manière dont on aborde la question. Pour eux, l'abandon et l'échec comme phénomènes sociaux sont des phénomènes sociaux qui s'expliquent par le social. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en réalité, la pédagogie n'a rien à voir dedans. Et comme il rajoute ensuite, l'échec comme un phénomène constant et régulier qui ne saurait trouver son origine dans les seuls aléas de la vie universitaire, les seules expériences et ou conscience individuelle des étudiants. Et c'est là où vraiment il y a un vrai débat critique entre les tendances anglo-saxonnes, les recherches comme la mienne ou Alain Coulon, par exemple, ou Bernard Lahire, et ce genre de conclusions qui sont, au moins dans la conclusion, sont un peu fatalistes et déterministes, en quelque sorte. Moi, dans ma recherche, maintenant, si je viens dans ma propre recherche, j'essaie de montrer que le passage à l'université et l'entrée dans une nouvelle phase de son parcours biographique n'engage pas seulement l'habitus et l'identité héritée, parce que finalement, on est dans une dynamique nouvelle et la perspective d'apprentissage dont je parle ne préexiste pas l'expérience universitaire. C'est-à-dire, je peux arriver à l'université avec une perspective, mais je peux changer, faire évoluer cette perspective à travers le temps, avec l'expérience, en contact avec un environnement stimulant, en prenant conscience par rapport aux enjeux de mon apprentissage. Donc, les étudiants sont très souvent entre la reproduction des schémas hérités et la conversion, ce que j'ai appelé la conversion parce que les étudiants eux-mêmes, dans le débat, ils m'ont dit qu'ils ont découvert comme s'ils ont changé la religion par rapport à l'apprentissage. Et j'ai pu voir également le rôle de la pédagogie dans la mobilisation et l'engagement intellectuel. Notamment dans l'enquête longitudinale, je peux constater vraiment l'impact, l'effet, même si limité, mais important pour certains étudiants de l'environnement d'études et le passage d'un sentiment d'apprentissage passif à celui d'une conscience d'apprentissage. Et je reviens sur ma propre enquête toujours. J'ai demandé aux étudiants de me dire comment ils vivaient leur environnement. Après, j'ai fait trois catégories. Les perceptions enthousiastes, les perceptions mitigées et les perceptions négatives. Je voyais que pratiquement, quand on était dans la perspective compréhensive, ils avaient toujours une perception très positive de leur environnement. Après, je ne vais pas dire quelle est la cause et quel est l'effet en réalité. Est-ce que c'est la perception enthousiaste qui est à l'origine de la perspective compréhensive ou l'inverse? C'est parce que je suis mobilisé et motivé que j'apprécie mieux l'environnement. Mais ce lien était très évident dans mon enquête et on voyait que, par exemple, quand les gens étaient dans la perspective minimaliste et perspective d'implication, finalement, souvent, ils n'étaient pas très contents ou voire ils étaient mécontents de leur environnement d'études. Sur le plan théorique, en réalité, ça c'est, si vous voulez, le point focal de mon travail. Sur le plan théorique, ce n'est pas tellement le contexte pédagogique et social qui est à l'origine de la mobilisation, mais c'est plutôt la perception de ce contexte. C'est-à-dire, on n'a pas une vérité pédagogique constante pour tous les étudiants. On a les étudiants qui ont une perception positive pour leurs propres raisons, c'est une subjectivité particulière. Et
pour les mêmes étudiants, pour le même cours, la même situation pédagogique, certains étaient dans une évaluation beaucoup plus négative de la même situation. C'est pour ça que je dis ce qui joue, c'est-à-dire l'élément qui joue un rôle important, ce n'est pas tellement la réalité pédagogique comme une donnée constante et une réalité objective, mais c'est la perception et les liens qui existaient entre l'étudiant et l'environnement, l'étudiant et l'enseignant, l'étudiant et les autres étudiants. Donc, il y avait une dimension émotionnelle assez importante et les activités proposées par la pédagogie étaient finalement jouaient un rôle très important dans la création de cette dynamique. C'est pour ça que je parlais du contexte d'apprentissage comme un espace-temps ouvert et génératif, de fertilisation, parce que pour certains, ça devenait vraiment un lieu de conversion, un lieu de voir autrement son apprentissage. Maintenant, pour aller vite vers la conclusion, parce que je pense que mon temps est presque terminé avec mon horloge. En réalité, en France, nous pouvons grosso modo parler de 3 types de pédagogie dans l'enseignement supérieur. Il y a une pédagogie qui est beaucoup plus baroque, ouverte, libérale, transmissive à l'université. Il y a une pédagogie, ce que j'appelle une pédagogie de dressage contraignante et scolaire qu'on voit dans les BTS, dans les IUT, dans les écoles paramédicales, très peu appliquée dans les filières universitaires. Et enfin, on a une pédagogie, ce qu'on peut appeler comme Darmon avait appelé une pédagogie enveloppante, comme dans les classes prépa. Ce sont les parcours d'excellence où vous formez les dirigeants. Donc, c'est ce que Bourdieu a appelé la consacration, c'est-à-dire il faut être les meilleurs à travers un investissement excessif. À l'université, on n'est pas dans cette logique. Dans les 2 logiques, 2e et 3e logique, on est dans une pédagogie baroque et libérale. Ce qui manque à l'université pour moi, à travers mon enquête, mais les autres enquêtes également réalisées depuis, dans les différents cadres, c'est le caractère flou de contrat pédagogique à l'université. En réalité, il n'y a pas un contrat pédagogique à l'université. Les 2 autres voies sélectionnent leurs étudiants selon les critères. Donc, et cette sélection a un message très clair pour les étudiants. Une doctorante chez nous a fait une enquête très intéressante sur les classes prépa qui montre que finalement, le contrat pédagogique, il n'y a pas une signature en bas de contrat, mais il y a un dialogue dès le début pour dire, ici vous êtes pour travailler, si vous ne pouvez pas travailler, vous devez partir. C'est clair. À l'université, il n'y a aucun dialogue en réalité. Le parcours sup était une initiative intéressante pour moi, mais en revanche, le dispositif ne permet pas de créer ce dialogue entre les bacheliers et l'université. Donc, ils viennent à l'université parfois par défaut, parfois ils viennent sans connaître les règles du jeu, et il y a très peu de dialogue pour pouvoir dire quel est le contrat pédagogique. Je pense qu'une situation d'apprentissage implique l'existence d'un contrat pédagogique entre un étudiant pour rendre conscient par rapport aux enjeux, aux exigences, au type de travail, aux attentes, à la méthodologie attendue. Donc, il y a donc beaucoup de non-dits dans le contexte, mais également, ça c'est de la part de l'université en général, et c'est un peu le contexte français parce que finalement, nous sommes dans le débat éternel sur l'égalité, la sélection, les inégalités. On a donc une vision négative de tout ça, et d'où donc le fait de vouloir traiter de la même manière tout le monde, le fait de venir même les bacheliers professionnels à l'université, tandis que vous avez vu tout à l'heure qu'un étudiant sur 12 réussit à l'université, mais mes collègues ont fait la grève pour ne pas appliquer les règles de Parcoursup parfois, tandis qu'on savait très bien qu'on peut les faire venir à l'université, mais ils vont échouer massivement en réalité. Il y a une sélection négative, il y a ce que les Anglais appellent, les anglo-saxons appellent cooling out,
c'est-à-dire les faire sortir par la pédagogie en réalité. Après, il n'y a pas de sélection à l'entrée, mais il y a une sélection inversée et négative et cynique en réalité. Donc, pour terminer, je dis, pour moi, il y a trois éléments de réflexion par rapport aux étudiants. D'abord, la temporalité étudiante, c'est-à-dire la différence entre le temps institutionnel, la temporalité institutionnelle et la temporalité étudiante comme une temporalité humaine et singulière. La question de sens, la conscience et l'affiliation intellectuelle. Pour moi, s'il y a une prise de conscience, s'il y a un débat, s'il y a un dialogue, c'est à travers de ces trois entrées importantes à la transition entre secondaire et supérieur, pas quand ils sont au master, parce que quand ils arrivent au master, en réalité, la conscience plus ou moins est là, parce que chemin faisant, par l'expérience, sur le tas, ils ont appris à faire. Pour terminer, pour dire que pour développer uniquement une de ces questions, c'est la temporalité. Pour moi, la temporalité, ce n'est pas uniquement le rapport au temps quantitatif, un an, 2 ans, aujourd'hui, mercredi 7 avril, mais c'est le temps de notre vie en réalité. Qu'est-ce que je fais à l'université? Le temps de l'université. Comme Henri Lefebvre parlait de moments, les moments de notre vie, un moment pour apprendre, un moment pour préparer son avenir, qui coexiste à côté d'autres moments de notre vie. Un moment pour être en famille, un moment pour s'amuser, un moment pour se reposer, un moment pour être seul. Il faut que ce moment soit intégré par l'étudiant, une conscience par rapport à ce moment. C'est pour ça que la temporalité est quelque chose éminemment singulière. Et en réalité, je pense que dans le discours institutionnel, comme dans le discours de certains enseignants, finalement, la logique, c'est le temps institutionnel. L1 en un an, L2 en un an, L3 en un an. Pour nous, la vitesse, finalement, est une valeur absolue et le symbole de l'efficacité. Elle devient parfois une fin en soi. Et en face, nous avons une vision négative de retard qui est parfois synonyme d'inefficacité, d'échec. Tandis que, comme j'ai essayé de montrer à travers mon enquête, le temps perdu n'est pas toujours un temps gaspillé et une perte sèche. Parce que le temps de la vie révèle parfois les vertus de retard et de temps perdu. Je pense qu'il faut que la pédagogie, il faut que l'institution, il faut que le ministère intègre cette dimension et abandonne l'idée de vouloir faire la pression permanente sur l'université, ce qui n'existe nulle part, entre guillemets, dans le monde. Est-ce que vous avez vu l'université de Harvard, MIT, Oxford, Cambridge, UCLA, toutes les grandes universités qui sont dans les classements, les différents classements en tête, vous avez vu un pourcentage sur la réussite étudiante? Jamais. Vous pouvez aller les chercher, vous n'allez pas les trouver. Parce que il n'y a pas un sens pour ça. Un étudiant peut venir avoir un rythme lent, avoir un rythme plus rapide, et c'est l'université qui s'adapte. Mais nous avons des maquettes qui sont rigides, qui sont faites pour nous, les enseignants, pour la pédagogie, pour notre emploi de temps, pas pour les étudiants. Et les étudiants doivent s'adapter. Et c'est cette inadaptation qui est toujours critique dans les pédagogies rigides et très peu flexibles en France. Aux États-Unis, vous pouvez entrer en master et faire votre master en 5 ans. Vous venez 2 soirs, vous travaillez, vous venez 2 soirs par semaine et vous faites comme les autres, mais vous faites votre master en 5 ans ou 6 ans. L'université est au courant. Il y en a qui font en 2 ans, il y en a qui font en 5 ans. Les deux types cohabitent. Et le rythme n'est pas, c'est-à-dire la vitesse n'est pas un facteur important en quelque sorte, pour qualifier les étudiants ou classer les étudiants. Pour terminer, pour dire qu'en France, tant que nous avons une définition rigide de l'étudiant, qui est un étudiant en réalité, parce qu'il y a une bourse, il y a
il y a le logement, il y a beaucoup de choses, qui font qu'au final, la sécu étudiante et tout, on ne peut pas faire comme ailleurs, mais il faut pouvoir penser à régler éventuellement ces problèmes matériaux pour pouvoir redéfinir l'étudiant et considérer l'étudiant quelqu'un qui est maître et le sujet de son apprentissage, quel que soit le rythme, quelle que soit la durée qu'il reste à l'université pour pouvoir réaliser son projet intellectuel, professionnel ou personnel. Merci infiniment. Et désolé de déborder un peu par rapport au temps.